Aujourd'hui, on va parler nutrition. Pour ce faire, quoi de mieux que de demander directement l'avis à une nutritionniste sur son parcours, sur les enjeux et aussi sur ses conseils qu'elle a à nous donner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente ma copine Cécilia. Salut, du coup moi c'est Cécilia, je suis nutritionniste depuis à peu près 2 ans à mon compte et je me suis spécialisée dans la santé des femmes. Parfait, c'est parti, on commence. Alors Cécilia, j'ai des petites questions pour toi. Vas-y. Voilà, pour que tu puisses nous en dire plus sur le métier de nutritionniste, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas tout, nous. Et savoir déjà comment est-ce que tu es devenue nutritionniste. Qu'est-ce que tu as dû faire pour ça? Alors moi j'ai un parcours un peu particulier, j'ai fait une licence de biologie, microbiologie donc à l'université à Bordeaux, donc 3 ans. Avant j'avais fait un bac S, enfin classique quoi. Et après j'ai fait un master de nutrition du sport, adapté aussi, santé de la femme, etc. Donc j'ai fait 5 ans en tout pour devenir nutritionniste. Voilà. Ok, et est-ce que tu as dû faire des formations, ce genre de choses en plus? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités d'être nutritionniste ou pas? Alors en soi, nutritionniste c'est un terme qui est un peu vague, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les diététiciens, les nutritionnistes, les médecins nutritionnistes. Nutritionniste classique, c'est pas forcément, on va dire, reconnu tel quel. Un petit peu comme tout ce qui est naturopathie, c'est un petit peu ce qu'on considère comme médecine parallèle, quoi. Et après, diététicien par contre, vraiment pour travailler dans les hôpitaux, pour être clinicien, pour vraiment avoir un parcours plus, on va dire, hospitalier et pathologique. Là par contre, c'est 2 ans d'études qu'avec un BTS diététique ou avec un DUT diététique. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là? C'est un peu compliqué, mais c'est plus, on va dire, mon parcours personnel. Après avoir traversé pas mal d'épreuves, on va dire. L'anorexie quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes de anorexie, du coup boulimie après, parce que en fait, je reprenais du poids, pardon, je faisais vraiment un peu le yo-yo. Je me faisais pas vomir, par contre, je me privais de manger, c'est-à-dire que je pouvais manger une pomme par jour, voire une demi-pomme par jour. Donc après, j'ai eu plein de problématiques de santé. Donc après, j'ai repris beaucoup de poids quand j'ai repris à manger. Donc enfin, ça a été un peu chaotique. Après, j'ai eu aussi plein de problèmes, on va dire, digestifs, hormonaux, dus à toutes ces privations, toutes ces carences. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, j'aimerais être dans le milieu de la santé, quoi, je sais pas trop. Et en fait, grâce à mon parcours ou à cause, je sais pas trop ce qu'on peut dire, je me suis formée, j'ai un peu cherché des réponses par moi-même. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai aussi envie d'aider toutes les femmes et toutes les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et voilà, quoi de mieux que d'être placée, on va dire, que d'avoir vécu ça pour accompagner les gens. Donc j'en ai fait un peu mon parcours comme ça. Et est-ce que toi, en tant que nutritionniste, tu peux diagnostiquer quelqu'un d'anorexie ou de boulimie ou de tout autre type de maladie? Parce qu'en soi, c'est des maladies, du coup. Alors, en soi, nous, comme les diététiciens, on ne diagnostique pas officiellement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller voir un médecin ou, par exemple, même le SOPK ou tout ce qui est trouble hormonal. On peut aider à dépister, à savoir, en fait, d'où viennent les problématiques, mais pour vraiment poser un nom, un diagnostic précis, c'est vraiment le corps médical avec des échographies, des prises de sang, enfin des choses, on va dire, palpables, quoi. Et ça se fait vraiment par des professionnels, des gynécologues ou des médecins, des psychiatres, etc. Mais on peut déjà vraiment mettre sur la piste d'un diagnostic et après on confie un petit peu la personne au corps médical spécialisé. Mais on ne peut pas affirmer à 100% que c'est ça, on n'est pas médecin, quoi. Ok. Et là, tu vois, tu as parlé du SOPK. En soi, je sais que ça existe parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Mais par exemple, moi encore, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas forcément quels sont les symptômes, qu'est-ce que ça engendre, est-ce que c'est quelque chose qui est héréditaire, est-ce que c'est quelque chose qui vient avec le temps? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est si tu as envie? Oui. Alors en soi, c'est un petit peu compliqué le SOPK parce que c'est vrai qu'il y a autant de SOPK qu'il y a de femmes. C'est-à-dire que toi et moi, on peut avoir un SOPK, mais complètement différent. Et c'est là où, en fait, c'est un peu compliqué le diagnostic, justement. Et le SOPK, donc ça veut dire syndrome des ovaires polykystiques, il faut avoir 3 critères, en fait, qu'on appelle de Rotterdam, qui potentiellement peuvent nous dire qu'on a le SOPK. Donc, c'est-à-dire que soit des cycles irréguliers, absents ou très très longs,
de l'acné, de la pilosité, en fait tout ce qu'on appelle des signes d'hyperandrogénie, donc masculin entre guillemets, dû à un excès en fait de testostérone. Donc on va avoir des poils, on va dire un peu sous le menton, au niveau de la barbe, des calvities mais très localisées ici, comme un petit peu les hommes quoi. Donc en fait on va avoir vraiment tous ces symptômes-là. De l'acné. Et le troisième critère, c'est justement une échographie des ovaires, justement. Et ils peuvent être polykystiques ou non. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste un seul kyste naturel, il y en a vraiment plein. Et donc, ça peut causer aussi des douleurs, etc. Il faut avoir au moins 2 des 3. Donc, c'est pour ça que si tu as tous les autres symptômes avant, tu peux avoir le SOPK sans même avoir les ovaires polykystiques. En gros, moi, c'est mon cas. J'ai pas les ovaires polykystiques sur l'échographie, par contre, j'ai tous les autres symptômes. Et ça, en fait, ce dérèglement-là d'hormones, on va dire, masculines et féminines, ça entraîne un déséquilibre, donc prise de poids, tous les symptômes qu'on a vus, et des blocages dans le poids, dans la glycémie. Enfin, c'est vraiment très compliqué, et l'objectif, c'est vraiment de comprendre le type de SOPK de la personne, parce qu'en fait, il y en a autant qu'il y a de femmes. Et forcément, du coup, les traitements ou les mises en place après de protocoles alimentaires ou quoi sont différents. Et c'est pour ça que vraiment un accompagnement personnalisé peut vraiment aider, parce qu'en fait, on ne peut pas copier-coller le même plan à chaque personne, parce qu'il faut vraiment adapter, quoi. Ok. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Comment est-ce que tu as su que tu étais atteinte du SOPK ? Et ben en fait, j'ai pris la pilule pendant plus de 10 ans, de l'âge de mes 14 à 20 et quelques. Et je me suis dit, même en la prenant, il y avait quand même un peu des signes. Je me disais, ça me va pas, je sens qu'il y a des effets un peu négatifs. Et un jour, j'ai voulu arrêter pour voir ce qui se passait. J'ai vu ce qui s'était passé. Et en fait, je pensais que voilà, tout allait être normal. Et en fait, pendant plus de 2 ans, j'ai pas eu mes règles. J'ai eu de l'acné, mais comme je l'avais jamais eu de ma vie, même à l'adolescence. Enfin, j'ai vraiment vécu une période, j'ai pris 15 kilos, alors que c'était entre guillemets mon travail. Et c'est vraiment là où je me suis spécialisée encore plus. Et je me suis dit, si même moi, en ayant toutes ces connaissances-là et en faisant ce métier-là, j'ai vécu ça et j'ai pas trop su, on va dire, sur le moment, vraiment m'en sortir comme il fallait. Je me dis, imagine les femmes qui n'ont aucune connaissance et qui sont vraiment perdues et qui savent même pas que ça peut potentiellement exister. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, je suis vraiment partie dans cette voie-là pour déjà, moi, me soigner toute seule et pouvoir aider aussi d'autres personnes, quoi. Ok. Voilà. De manière plus générale, du coup, tu es nutritionniste, pas que pour des femmes, tu es nutritionniste pour tout le monde. Non, pour tout le monde. Mais c'est vrai que je me suis un peu plus spécialisée là-dedans parce qu'il y avait plus de problématiques aussi. Mais j'accompagne tout le monde. Okay. Sportif, pas sportif. Voilà. Même les plus jeunes, c'est-à-dire que si jamais il y a des jeunes adolescents, des jeunes adultes qui veulent faire un suivi avec toi, c'est possible, ou est-ce qu'il y a un âge spécifique où tu dois commencer ? En soi, j'ai déjà eu affaire à des jeunes, voire même des adolescents, des 11-12 ans, une sportive justement. Moi, ce que je préfère à cet âge-là, forcément, c'est aussi de le faire avec les parents. Et c'est vraiment une prise en charge qui est totalement différente. Donc c'est aussi, même pour moi, me sortir un peu de ma zone de confort. C'est, on va dire, aussi bien de l'éducation, entre guillemets, pour la fille, mais aussi pour la mère, parce que c'est elle qui cuisine, qui fait à manger, qui prépare tout. Et c'est un peu un double challenge, parce qu'il y a 2 personnes, entre guillemets, à vraiment faire adhérer. Et pareil, au cours des suivis, il faut interagir. Enfin, c'est vraiment pas du tout la même façon d'expliquer. Mais en soi, je l'ai déjà fait. Après, ça dépend vraiment du profil. Et je sélectionne, on va dire, un petit peu plus, parce que, en plus, moi, je travaille en distance, en visio, donc c'est encore plus compliqué. Mais sinon, j'avoue que sur certains cas, vaut mieux aller voir quelqu'un peut-être en présentiel et pour vraiment avoir ce contact-là, parce qu'en distance, c'est un peu vite compliqué d'avoir l'attention d'une fille, par exemple, de 12 ans. Donc, mais je le fais. Moi, par exemple, ça fait quelques semaines là, qu'on a commencé un suivi ensemble pour que tu puisses reprendre la nutrition après mes expériences compliquées, on va dire. Oui. Et donc, moi, je le sais personnellement, mais pour les personnes qui vont potentiellement nous écouter,
est-ce que tu dirais que les programmes que tu peux faire en fonction de la personne et en fonction des problématiques peuvent être compliqués à suivre ou restrictifs d'une manière ou d'une autre? Alors, en tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit assez simple et que ce soit pas restrictif et que justement ce soit pas un régime en fait. C'est plus un rééquilibrage alimentaire des habitudes et tu pourras le voir aussi, enfin le constater. L'objectif, c'est vraiment, j'essaye de toujours me mettre à la place de la personne et moi, avec l'expérience et le vécu que j'ai eu, essayer de faire en sorte que la personne n'ait pas la même expérience que moi et je sais à quel point c'est compliqué de se priver de justement avoir cette mauvaise relation avec l'alimentation et si je peux faire en sorte que tout se passe bien et que la personne vraiment remette l'alimentation de façon simple en fait dans son quotidien, c'est l'objectif parce qu'on se nourrit entre 3 à 4 fois par jour. Si ça commence à être un calvaire, c'est très compliqué. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Parce que oui, pour la petite anecdote, ça fait des mois et des mois que Cécilia me dit il faut que tu fasses un suivi nutrition. Et étant donné que j'ai eu des expériences complexes par le passé avec des coachs pas forcément très compréhensifs, on va dire, hein, et un petit peu trop restrictifs, j'appréhendais beaucoup et au final, voilà, j'ai encore des blocages sur lesquels on travaille avec Cécilia, mais moi personnellement, en tout cas, je trouve pas que ce soit restrictif. Si jamais vous voulez un suivi, voilà. Au niveau de tes clients, on va dire au quotidien, tout client confondu, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vas retrouver en nutrition chez eux? L'erreur la plus fréquente, c'est généralement des femmes parce que j'attire plus de femmes que d'hommes, donc les hommes, si vous voulez venir, allez-y. Mais c'est vraiment de vouloir perdre et d'avoir des résultats rapides en fait, parce qu'aussi avec les réseaux sociaux, on est aussi sur les réseaux, donc voilà. On veut tout rapidement, on a l'impression que tout est simple, tout est facile et en fait non, pour que les résultats soient durables, il faut faire les choses bien. Et faire les choses bien et reprendre aussi toutes les problématiques et tous les blocages qu'on peut avoir depuis X années, ça peut être long. Et en fait, pour vraiment avoir une transformation durable et des résultats qui durent, c'est long et c'est difficile et c'est des choses à mettre en place et c'est des changements à faire. Et je vais pas mentir, il faut entre guillemets dire adieu à son ancienne vie pour vraiment voir des changements parce que si on n'en a jamais eu avec les actions qu'on fait actuellement, c'est peut-être que, faut se poser des questions. Mais en tout cas, je pense que l'erreur la plus fréquente, c'est de supprimer certaines catégories, donc en général les glucides le soir, les fameux, de moins manger en pensant qu'en mangeant moins on va économiser des calories et puis perdre plus vite, alors que c'est pas le cas du tout et le corps se met en mode stress et c'est là que commencent les problématiques parce que le corps, vu qu'on lui donne pas tout ce qu'il faut, il va aller chercher dans d'autres choses pour lui se nourrir. Et là, ça commence un petit peu cet engrenage de roue infernale, quoi. Et ce que j'avais entendu aussi, c'est que si jamais tu te restreins vraiment beaucoup et que tu manges beaucoup moins, le corps va être en stress et lorsque tu vas lui redonner à manger normalement, du coup, il va beaucoup plus se stocker. Donc au final, c'est contre-productif. C'est contre-productif et il faut comprendre, moi je sais que j'aime bien dire cette phrase, c'est que si on perd pas de poids, c'est que le corps ne se l'autorise pas. C'est-à-dire que pour qu'il perde du poids, il faut qu'il s'autorise à en perdre parce que lui, c'est ses seules réserves. Donc, c'est un peu comme si c'était une pénurie, qu'il n'y avait plus rien dans les magasins et qu'on lui dit non, c'est bon, jette toutes tes réserves. Non, il va pas le faire, c'est logique. Donc vraiment, pour que le corps puisse perdre du poids, il faut qu'il se sente en capacité de le faire. Et si à côté, rien ne va dans le corps, c'est pas son objectif premier, c'est de nous maintenir en vie, et heureusement d'ailleurs. Et en fait, on pense que plus on va le restreindre, plus on va lui enlever des choses, le sucre, le gras, le machin, le truc. En fait, c'est contre-productif et il faut juste couvrir ses besoins et faire les choses correctement finalement et tout se passe bien. La question intéressante, comment est-ce qu'une personne peut réussir à bien manger en ayant une vie vraiment full débordée, en mode t'as pas le temps? Est-ce que c'est possible d'avoir quand même un régime sain? C'est possible. En soi, je vais peut-être me fâcher avec certains d'entre vous. C'est pas forcément qu'on n'a pas le temps, c'est vraiment une question de priorité. Et en fait, ça sort dans mon livre, ça. On a tous 24 heures dans la même journée, donc je me dis, s'il y en a qui arrivent à avoir une diète parfaite, une vie hyper remplie, je prends par exemple l'exemple de Thibaut InShape qu'on connaît forcément bien,
il a une vie, il fait tout un tas de choses et pourtant il a une vie équilibrée. Donc c'est juste une question de priorité, de sacrifice, de qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Et personnellement, la santé, c'est quelque chose qui ne s'achètera pas avec de l'argent. On a beau être milliardaire, on ne pourra pas se racheter une santé, donc autant en prendre soin dès maintenant et profiter de la vie avec le reste. Mais voilà. Merci pour ces mots. C'est quoi ton avis sur le jeûne intermittent? Alors, ne regarde pas la caméra. Officiel. Ils ne te donneront pas leur avis maintenant. Mon avis officiel sur le jeûne, ça peut être une bonne chose, mais il faut le faire toujours pareil pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si on est affamé le matin, tu te réveilles, tu as faim et tu te prives de manger parce que tu te dis « je vais faire le jeûne intermittent », alors que t'as faim toute la journée, t'as faim jusqu'à 11h, tu penses qu'à ça et tu fais que te priver, ça ne sert à rien. Et surtout, comme on l'a dit, voilà, c'est quelque chose de global. Donc en fonction des femmes, si t'as des problématiques hormonales, n'importe, ça sert à rien non plus parce qu'il faut déjà que le corps soit en capacité, en fait, toujours par rapport, comme la perte de poids, il faut qu'il puisse accepter ce jeûne-là qui est quand même une restriction. Donc ça peut être fait dans des bonnes conditions, dans des conditions, mais surtout pas pour un objectif de perte de poids. Okay. Il faut juste le faire pour les bonnes choses et pour un objectif précis, mais si juste on se dit je réduis pour réduire, ça n'a pas d'intérêt. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, tu as vu sur les réseaux sociaux, il y a plein de tendances. Donc le jeûne intermittent en fait partie, mais tu as plein d'autres trucs en mode enlever les glucides, bon ça on en a parlé, mais par exemple le fait de compter ses calories. Tous les influenceurs fitness, etc. Et moi, la première, on m'a dit pendant des années qu'il fallait que je compte mes calories, je pesais chacun de mes repas. Oui. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette pratique-là? Alors, honnêtement, je vais mettre beaucoup de gens à dos dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, c'est le but. Je pense que, en fait, ça sert à rien et que, comme on l'a dit depuis le départ, c'est vraiment rendre les choses simples pour des gens simples que nous sommes. Oui, il y a des personnes à qui je fais compter les calories qui ont un objectif très précis. Par exemple, j'ai des sportifs qui ont une compétition de boxe, ils doivent faire tant de kilos. À un moment, il va falloir, parce qu'il y a un objectif précis. Mais pour la majorité, 99% de la population, ça n'a pas d'intérêt. Il faut rendre ça simple et surtout prendre en compte ta santé avant tout. Parce que ce qui est important, c'est la santé. Que tu fasses 60 kilos, 70 ou quoi, l'objectif, c'est que l'intérieur soit fonctionnel et plus que l'extérieur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui compte dans mes suivis. Et je sais que les objectifs physiques, ils passent en second plan par rapport aux objectifs de santé principaux, pardon. Donc, voilà. Parce que par exemple, tu regardes, donc nous on fait un suivi, tu es au courant de mon passif avec certaines personnes, on va dire, qui n'a pas été forcément très, très bénéfique pour moi. Je vais à la salle 4 à 5 fois par semaine, à côté de ça je marche, à côté de ça je fais du sport, à côté quand je peux. D'ailleurs on va bientôt aller courir, hein, peut-être, un jour. Tu fais ça bien. Je le dis en vidéo, donc je serai obligée de le faire. Donc par exemple, moi je sais que pendant des années j'ai compté chacun de mes calories. À l'heure d'aujourd'hui, bon là tu m'as fait un plan nutritionnel où tu m'as donné des équivalences. Et à partir de là, des fois je calcule, des fois je calcule pas parce que je le fais à l'œil aussi. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour réussir à atteindre mes objectifs physiques en sachant qu'à côté j'ai des problématiques sur lesquelles on travaille également? Ou est-ce que je dois d'abord travailler sur mes problématiques et dans un second temps penser à l'objectif physique? En soi, les deux sont compatibles. Ça dépend vraiment, c'est là où la personnalisation en fait, d'un suivi rentre en jeu, c'est que ça dépend vraiment des personnes. Moi, il y a des personnes qui vont se sentir rassurées de peser à chaque fois leur repas parce qu'ils vont se dire « Ah, ça me rassure ». Il y a des personnes qui, au bout de 2-3 jours, vont se dire « C'est bon, j'ai la quantité à l'œil, je vais pouvoir faire comme ça ». L'objectif, c'est vraiment que toi, ça te convienne, que dans ton rythme et dans ta journée, tu sois pas paniqué, stressé, que ça ne te rajoute pas une charge mentale, parce que clairement, en 2025, la charge mentale, elle est là. Donc l'objectif, c'est plus de la faire diminuer que de la rajouter. Donc vraiment, c'est de faire au mieux pour la personne, mais c'est compatible vraiment de pas compter gramme près tes calories, et en même temps d'avoir ton objectif physique parce que, comme on l'a dit, c'est une balance.
Donc en fait, quand tu vas diminuer un petit peu, donc grâce à un déficit calorique et en même temps augmenter ton activité, la salle, le NEAT, etc., ben en fait, tu vas creuser. Donc même si au lieu de 2000, tu es à 2100, l'écart, il est quand même là. Oui. Donc tu auras forcément un écart. Et la seule et unique, je le dis devant vous, chose qui fait maigrir, c'est le déficit calorique et rien d'autre, pas de produit magique. Donc en fait, cet écart-là, il va juste être réduit, mais il sera encore là. Donc tu n'auras pas de problématique finalement pour atteindre ton objectif. Ok. Alors moi j'ai une petite question par rapport aux produits magiques parce que par exemple donc avec monsieur on est en train de tester c'est des je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme des sachets en fait où c'est écrit burn dessus et t'as de la L-carnitine tout ça machin dedans. Alors je sais même pas si ça se prononce comme ça. Oui. Mais du coup ça dit que ça brûle plus de calories qu'on est censé brûler, que du coup ça nous aide à perdre du poids. Donc en soi c'est un truc de déficit calorique mais c'est un produit magique entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de ce type de produit-là? Parce que nous, on n'est pas convaincus non plus, mais on se dit bon, tant qu'à faire. Oui, alors, en soi, il y a des compléments qui sont intéressants et qui sont bons à prendre pour la santé en général. Mais 90% des compléments, là aussi je vais me mettre une industrie à dos, 90% des compléments ne servent à rien et c'est uniquement du marketing parce que brûler plus vite, qu'est-ce qu'on entend en fait par brûler des calories ? C'est que la L-carnitine, oui, ça peut avoir des effets pour certaines personnes et dans un certain but, mais prendre clairement, hein, désolé des termes, des sachets qui vont vous faire aller aux toilettes 5 fois par jour et vous vider juste de vos nutriments en général, oui, vous allez perdre peut-être 2 kilos, mais votre vie aussi. Donc finalement, à quel prix ? Voilà, il y a des très bons compléments et c'est une très grande aide quand on part vraiment de loin, mais la majorité ne servent à rien et c'est uniquement du marketing. Ok. Voilà, désolée pour tous les marketeurs. Hein, mais voilà. Après un problème technique, nous sommes repartis. Ça repart, clap. Est-ce que tu as une astuce simple pour pouvoir manger équilibré sans prise de tête ? Moi, je dirais qu'il faut faire simple et efficace, c'est-à-dire de l'assemblage, une boîte de conserve, une boîte de sardines, 2 tranches de pain et ça part. Du coup, on a parlé du fait que tu étais à ton compte. Qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneur dans un domaine de la santé ? Alors moi, ce que je trouve un peu compliqué, c'est vraiment de jouer avec cette jauge de... on vend quelque chose, on vend des produits, donc il faut se démarquer, il faut faire du marketing, il faut faire de la communication, il faut faire des prix, il faut se démarquer un petit peu. Et en même temps, de l'autre côté, on parle à des personnes, on ne parle pas à des portefeuilles. On essaye de vendre quelque chose qui va avoir une atteinte sur leur santé, une amélioration. Et donc, c'est un peu compliqué, je trouve, de se positionner en disant « prends mon offre, achète », mais en même temps, vendre des choses qui touchent à la santé, c'est un peu compliqué. Donc, je trouve toujours cet équilibre entre... vente, marketing, mais en même temps aussi faire confiance à la personne, aux praticiens, parce qu'un suivi nutrition, ça rentre quand même dans l'intimité de la personne, dans ses problématiques, dans son vécu. Donc il y a aussi ce côté-là, je pense, bien jaugé, et je trouve ça pas facile, mais je suis bien accompagnée. Oui. Donc en fait, actuellement, le défi, on va dire, le plus complexe que tu as au quotidien, c'est vraiment de trouver de la clientèle. C'est oui, de trouver des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, parmi tout ce qu'on peut voir aussi en ligne, entre des programmes qui sont plus ou moins bien, des gens qui sont plus ou moins qualifiés aussi. Ou pas. Voilà, on trouve un peu de tout sur les réseaux et c'est vrai que moi, j'essaye toujours de me mettre à la place aussi de la personne qui va acheter, de faire quelque chose qui est aussi un peu différent et d'essayer de faire des prix qui sont certes cohérents et auxquels je pourrais moi aussi vivre, mais pas non plus de faire des choses astronomiques et vraiment que la personne puisse et aussi prendre soin de sa santé parce que je trouve que c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès à ce genre de programme et en fait que ça puisse vraiment aider tout le monde et vraiment faire des gammes de prix aussi différentes et surtout prendre en charge toutes les problématiques et pas forcément que la nutrition parce que ce qu'on fait au quotidien c'est pas que de la nutrition, ça va plus loin, ça parle aussi du mindset, ça parle de la vie de la personne et vraiment voilà essayer de faire quelque chose de complet et pour satisfaire les besoins de chacun finalement. Et parce que du coup c'est les clients qui viennent vers toi ou c'est plus toi qui viens vers les clients de manière générale ?
Alors, c'est un peu des deux. Le bouche à oreille commence un petit peu à se faire, donc j'ai aussi des gens qui viennent me voir moi, mais j'essaye aussi de me lancer sur les réseaux, de faire des offres, de faire du marketing. Mais je trouve que le plus important, c'est oui de faire connaître mon travail et ce que je fais, mais 90% du travail est fait par la personne. Le fait qu'elle ait envie d'avoir un programme, qu'elle ait ce déclic, qu'elle ait envie de prendre soin de sa santé et qu'elle fasse les efforts de son côté, parce que clairement, c'est elle qui va le faire. Et le fait qu'elle choisisse, vienne me contacter et fasse la démarche d'elle-même, c'est vraiment le 3/4 du travail. Et du coup, pour faire connaître ton travail, donc il y a une partie, c'est le bouche à oreille, mais la deuxième partie, c'est les réseaux sociaux. Qu'on se le dise, toi et moi sommes au courant. Ouais. Comment est-ce que tu t'en sors? Est-ce que c'est une source de stress? Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été intuitif pour toi ou pas? Alors, comme je l'ai dit, je suis bien accompagnée, mais ça a été un peu compliqué au début de vraiment trouver déjà ma place parmi tous les créateurs et créatrices qu'il y a, qui soient plus ou moins expérimentés. Il y a des gens qui sont là depuis des années, qui ont des années d'expérience, qui ont des années de pratique, qui ont du matériel aussi, de qualité, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de débarquer avec son téléphone, son envie et voilà, d'essayer de faire des vidéos qui accrochent les gens parce qu'on scrolle de plus en plus et au bout de 3 secondes, si on n'est pas attiré, on swipe et en fait, on peut rater, je trouve, des vidéos qui sont, oui, peut-être moins scénarisées, moins bien faites, moins élégantes et jolies, mais qui ont vraiment un fond et une envie de transmettre comme moi, par exemple, je peux essayer de le faire. Et je trouve qu'il y a un peu ces deux côtés dans les réseaux où c'est compliqué de trouver sa place. C'est ça, surtout qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs et créatrices qui vont proposer du contenu de qualité avec du matériel haut de gamme. Donc, sûrement aussi, ça va jouer dessus. Ah oui, bah oui, la qualité du joue son, beaucoup sur les réseaux sociaux. images. Et c'est sûr que nous, en tant que petits créateurs et petites créatrices que nous sommes, on n'a pas forcément tout le temps le budget d'acheter une caméra ou des meilleurs micros. Pourtant, nous, on a investi dans des super micros pour vous aujourd'hui. mais c'est sûr que ça reste complexe en fait de se démarquer et de se trouver une place quand on n'a pas forcément le budget pour investir, parce qu'il y a le temps, mais il y a l'argent aussi du matériel. Ouais. Et le temps va jouer beaucoup, parce que plus tu passes du temps sur ton montage et plus tu passes du temps à réfléchir à un script, à une idée, à la développer, plus tu as de chances que ça fonctionne. Donc c'est sûr que nous, en tant qu'entrepreneurs à côté, on n'a pas forcément ce temps-là à revendre pour les réseaux sociaux. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs, petit disclaimer, que vous verrez que cette vidéo ne sera pas énormément montée, elle sera peut-être pas de meilleure qualité que quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle sera même très moyenne, mais c'est ok. Voilà, parce qu'on débute nous aussi et on voulait juste vous partager certaines informations. On a dit que tu étais entrepreneuse. Quand tu es entrepreneur, on le sait, en général, il y a des moments où tu as beaucoup de clients, des moments où tu n'en as pas beaucoup, des moments où c'est plus difficile que d'autres. Comment est-ce que tu fais pour garder la motivation dans les périodes qui sont un peu down ? Alors, je suis humaine, il y a des fois où c'est compliqué, mais je pense que déjà, bien s'entourer, l'importance de l'entourage, l'importance de partager aussi ses idées, d'accepter aussi les critiques, de savoir comment s'améliorer, de pouvoir essayer de faire toujours mieux. Et j'essaye en tout cas de faire ce que je fais avec une seule passion, une seule envie. C'est vraiment d'aider la personne et... Entre guillemets, je suis pas là pour la notoriété, pour l'argent, pour la fame. Enfin, j'essaye de le faire avec le cœur et je pense que c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Et j'espère, en tout cas, donc on verra bien. Mais c'est assez compliqué, j'avoue. Ouais. T'as une petite routine pour les moments où t'as moins de motivation, moins de confiance peut-être en tes projets ? J'essaye de me dire qu'il faut rester conscient et constant, surtout dans le temps. Et j'essaye d'appliquer les conseils que j'ai en nutrition aussi à d'autres domaines, comme l'entrepreneuriat. Et je me dis que voilà, les personnes qui sont là depuis des années, ça fait des années qu'ils font ça. Donc je me dis que le temps fera sûrement bien les choses. Et je sais que voilà, je dois attendre et... faire aussi mes preuves et pas lâcher. En fait, je pense que c'est ça le plus dur, c'est de voir l'investissement, le temps, le travail qu'on y met pour peu de retour et de se dire peut-être un jour ça va marcher et vivre un peu avec cette petite étoile qui se dit allez, peut-être continue. Toujours croire en ses rêves. Toujours croire en ses rêves et autant. Si jamais vous voulez donner un petit peu de force à des petits créateurs et à des personnes qui s'investissent à fond comme Cécilia, je vous mets quelque part par ici sur Instagram. Merci. Comme ça, vous pourrez aller voir ses vidéos et
et toutes les infos qu'elle a à vous partager. Si tu devais donner 3 conseils concrets pour quelqu'un qui veut mieux manger, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais d'abord d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses besoins, apprendre à connaître son corps, son cycle pour les femmes, de vraiment comprendre ses problématiques. Deuxième chose, d'augmenter la quantité, de ne pas avoir peur de la quantité et de s'éloigner aussi un peu des idées reçues qu'on peut avoir sur la nutrition. Et troisième chose, oui, avoir la quantité, mais aussi la qualité, parce que la santé, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas racheter, même avec de l'argent. Donc, pour moi, prendre soin de sa santé, ça commence par l'alimentation et par tout le reste, mais si c'est quelque chose qu'on peut ne pas négliger, je le fais, en tout cas. Oh, ok. Tu nous as parlé d'idées reçues. Ouais. Moi, maintenant, ma question, c'est s'il y a un mythe aujourd'hui que tu dois dégommer, là, maintenant, ce serait lequel? Je pense qu'on va abattre celui des glucides le soir. Le fameux, c'est, je pense, 95% du temps, on me pose cette question. Quand j'envoie les plans alimentaires aux personnes, ils me disent « Oh, j'ai le droit de manger des glucides le midi, le soir, le matin ». Et en fait, j'ai l'impression qu'ils découvrent la vie, parfois à 50 ans. Ça me fait beaucoup de peine pour eux. Et je me dis que je ne sais pas d'où vient cette information, mais quand on voit l'importance qu'ils ont dans notre énergie, dans notre source principale pour nourrir notre cerveau, pour fonctionner et pour plein d'autres choses, ils doivent représenter au moins 50% de notre assiette. Donc, on arrête tout de suite, on mange du riz le soir et en plus, ça aide à dormir. Donc, voilà. Leçon du jour, mangez vos glucides. Mangez vos glucides le soir. Est-ce que tu as une routine du matin ou morning routine comme on dit sur les réseaux, Ouais. ou un petit rituel pour te sentir bien, pas forcément juste en tant que nutritionniste, mais en tant qu'entrepreneuse qui a des journées bien remplies? Alors, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir à gérer mon temps, les horaires, pouvoir commencer à l'heure que je veux le matin. Et ça, franchement, pour moi, c'est un luxe que je ne regretterai jamais. Et vraiment prendre le temps pour moi de me réveiller à l'heure que je veux, d'aller faire mon sport, d'aller boire mon matcha, surtout, très important celui-là. De vraiment être dans le calme, de prendre le temps de prendre mon petit déjeuner, de regarder une vidéo ou pas, mais de prendre ce moment-là le matin pour après commencer ma journée, être dans le stress des mails, de tout ce qu'on doit faire. C'est vraiment mon moment de déconnexion et je pense que ça fait vraiment la différence. Et je voyais aussi sur mon énergie quand je devais aller à l'école ou en cours, j'étais là, je courais partout, j'attendais le tram, j'étais en retard et j'étais stressée dès le matin. Et en fait, ça change vraiment mes journées. Donc, Ouais. prenez le temps, finalement. On a parlé nutrition, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé conseils, mindset, etc. Et j'espère que ces domaines vous auront plu et qu'ils vous auront aidé. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, sachant que maintenant, il y aura d'autres vidéos avec d'autres métiers. Donc si jamais c'est pareil, tu as un métier spécifique que tu souhaites aborder, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et abonne-toi.